Bonjour à tous. Donc c'est un plaisir d'être à Toulouse aujourd'hui. On a pu visiter la ville hier soir. J'y étais venu une première fois il y a 45 ans. Donc c'est sûr que si je viens à Toulouse il y a 45 ans, je ne rien de rappeler. Bon, alors pourquoi ce livre? Parce que comme a dit Madame la Présidente, j'ai vécu en Algérie, au Maroc et en Algérie, et adolescent en Algérie, puisque je suis né en 1948. J'avais vécu ces premiers procès de la fin de l'Algérie française. En 1961, c'était les procès Charles et Zeller. En 1962, c'était Jouot Salan. Et donc, j'ai fait après une carrière de magistrat. Et puis, depuis des décennies, j'avais dans l'idée d'écrire ce livre. Et je l'ai fait lorsque j'ai quitté la magistrature en 2016 pour partir à la retraite à 68 ans. Alors, je pense que ce livre, moi, quand je commence mon livre, il est déjà écrit dans ma tête. Il est déjà écrit dans ma tête parce que j'ai réfléchi à tout ça. Je sais à peu près tout ce que je vais dire. Et les recherches que je vais faire vont, disons, donner un ton encore plus sévère à mes souvenirs. Parce que le système répressif qui a été mis en place a été pire que dans mes souvenirs. Alors j'ai écrit ce livre aussi pour faire connaître cette histoire. Rien n'a été écrit sur la justice appliquée aux opposants à la politique algérienne Général de Gaulle, à part des petits articles peut-être. Beaucoup a été écrit sur la justice appliquée aux gens du FLN, mais rien pour les autres. Ce qui n'est pas de nature à passionner les gens, parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de connaître ça. Parce que, bon, d'abord, c'est une histoire qui s'intéresse aux vaincus. Et deuxièmement, ça écorne l'image du grand homme qui a présidé à tout cela. Alors, je vais vous donner 5 idées. 5 idées, si vous les retenez, vous aurez tout retenu, et je pourrais presque m'arrêter. D'abord, la guerre d'Algérie, c'était quoi? Alors maintenant, on vous présente la guerre d'Algérie comme le soulèvement unanime d'un peuple contre le colonisateur français. Bon, c'est très bien, mais ça n'a jamais existé. Le soulèvement unanime d'un peuple contre le colonisateur n'a jamais existé. La guerre d'Algérie, c'était quoi? C'était une rébellion émanant du FLN. Le FLN qui n'était qu'une faction de la population musulmane ou arabe. Alors arabe, musulmane on peut le dire, arabe parce qu'il y avait les berbères, donc la population musulmane. Le FLN a tué beaucoup plus de musulmans qu'il n'a tué de Roumis, parce que le FLN a liquidé systématiquement les francophiles, il a liquidé systématiquement les indépendantistes d'une autre tendance, le MNA. Il a tué systématiquement les FLN modérés, tels que le neveu de Ferhat Abbas, qui a été assassiné par une faction plus radicale du FLN. Et il a tué beaucoup plus de musulmans qu'il a tué de Roumis. Il a tué beaucoup plus de musulmans que l'armée française en a tué. Et il a tué beaucoup plus de musulmans que l'OAS en a tué. Donc il faut avoir ça quand même à l'esprit quand on parle de la guerre d'Algérie, qui a été aussi, elle dirait même surtout peut-être, une guerre civile entre musulmans. Ce qui est maintenant totalement oublié. Le premier point. Le deuxième point, c'est que tout repose sur le drame qui va se jouer, tout repose sur la duperie initiale. Alors le malentendu sur l'indulgence, la duperie, si on est plus réaliste, la duperie initiale avec le retour au pouvoir du général de Gaulle. Premier point. Le deuxième point, c'est que tout cela est d'une constitutionnalité et d'une légalité douteuse. Alors, je ne veux pas dire que c'est inconstitutionnel, parce que je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Vous allez voir, c'est d'une constitutionnalité douteuse. Tout cela est l'œuvre d'un homme seul, ou à tout le moins du pouvoir exécutif, le Parlement n'étant jamais saisi de ces affaires-là. Il faut avoir ça à l'esprit. Le Parlement n'est jamais saisi, mais là, il va intervenir qu'en 1963, après la fin du gros de la crise. Et vous allez voir aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de résistance, pas mal de résistance à cette œuvre, ce qui maintenant est complètement oublié. Alors ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les procès Charles Zeller, le premier, Jouot et Salan. On ne va pas parler du reste, de l'affaire plus dramatique de la Cour militaire de justice, qui a condamné plus tard De Guesde, qui a condamné les insurgés du Petit Clamart. Mais la Cour militaire de justice, c'est encore paroxystique par rapport à ceux que nous allons voir aujourd'hui. La Cour militaire de justice est la puissance 10 des manquements que nous allons examiner maintenant.
Donc on ne va pas l'examiner, ce serait trop long, mais ce serait l'occasion d'en reparler à une autre occasion. Alors, la guerre d'Algérie, j'en ai parlé en quelques mots, la duperie initiale. Bon, De Gaulle a quitté le pouvoir en janvier 1946. Il était persuadé qu'il allait être appelé aux affaires très rapidement, et il n'a pas été rappelé. La 4e République a continué quand même à son petit bonhomme de chemin ou son chemin de croix. Et sur la 4e République, je tiens à dire quelque chose. Elle est actuellement très décriée. Elle a été très décriée. Mais les institutions de la 4e République étaient faibles. On peut dire qu'elles étaient débiles. Mais le personnel politique de la 4e République était souvent de grande qualité. C'était des gens qui avaient connu les épreuves de la guerre, de l'occupation, de la résistance, de la libération. Et ce personnel, par rapport au personnel politique que nous avons à l'heure actuelle en France, ce personnel fait figure de géant. Alors, je vais parler essentiellement des gens de la SFIO, hein. Mais on pourrait parler à droite, il y avait Antoine Pinet, mais à la SFIO, vous aviez des gens de Rita Patriote, Guy Mollet, Robert Lacoste, Max Lejeune, Maurice, la ligne Maurice, des gens, Bourgès-Monory, chez les radicaux, Félix Gaillard, Georges Bidault, ce sont des géants par rapport au personnel politique que nous avons aujourd'hui, hein, qui pour moi évoquent des nains. Bon. Donc la 4e République était faible, et elle a été combattue de l'intérieur par le Parti communiste et aussi par le Parti gaulliste. Pourquoi le Parti gaulliste? Parce que De Gaulle brûlait de revenir au pouvoir, et donc ses partisans rendaient la tâche aussi difficile que possible à la 4e République. De Gaulle était né en 1890, et en 1900, à l'époque, en 58, il a 67-68 ans. Et à l'époque, à 68 ans, on est vieux. On est vieux. À 68 ans, aujourd'hui, on est un jeune retraité, avec des projets. À l'époque, on est vieux, et De Gaulle brûlait de revenir au pouvoir. Il envoyait ses poissons pilotes un peu partout, et ils avaient compris que tout partirait d'Alger. Alger, où il y avait la guerre d'Algérie, et où il y avait une armée de 500 000 hommes. Et il fallait avoir quelqu'un à sa main à Alger. Et donc, éclate, et vous allez voir, on en parlera tout à l'heure à propos du procès Salan, éclate le 13 mai 58, Massu prend la présidence du comité de salut public, et le jeudi 15 mai, qui est le jeudi de l'Ascension, sur le forum, Salan, poussé par Delbecq, dit « Vive De Gaulle ». Ce qui est une folie à l'époque. C'est une folie, parce que quand Salan crie « Vive De Gaulle », il y a un président de la République qui s'appelle René Coty, et il y a un président du Conseil qui est Pflimlin. Donc vous imaginez, et on crie « Vive quelqu'un d'autre ». Bon. Donc Salan est ainsi le premier auteur, le premier acteur du retour au pouvoir de Gaulle, ce qui va expliquer bien des choses. Et De Gaulle, à l'époque, fait croire, ou laisse croire qu'il est favorable à l'Algérie française. Parce qu'aussi, ce qu'il faut rappeler, en 1958, en France métropolitaine, la population est favorable à l'Algérie française, sauf le Parti communiste, qui fait tout au plus 20 à 25% des voix, mais autrement, tout le monde est favorable à l'Algérie française. Et pour De Gaulle, se déclarer favorable à l'Algérie française est une condition sine qua non, parce que s'il n'est pas favorable à l'Algérie française, eh bien l'armée va le lâcher séance tenante. Et ce qui va expliquer la crise, c'est non seulement le revirement de Gaulle, mais c'est que parmi les artisans du 13 mai, parmi les artisans du retour au pouvoir de De Gaulle, il y a deux tendances. Il y a des gens qui veulent sauver l'Algérie française. Donc sauver l'Algérie française, pour ça on l'appelle De Gaulle. Et il y a des gens qui veulent ramener De Gaulle au pouvoir, c'est l'objectif, et le moyen pour eux, c'est l'Algérie française. Mais on voit que ces gens qui paraissent initialement unis sont en réalité profondément divisés, parce que pour les uns, l'objectif est l'Algérie française, pour les autres, l'objectif est le retour au pouvoir de Gaulle. Ce qui va expliquer cette lutte inexpiable entre des gens, cette lutte au couteau, cette lutte à mort presque, entre des gens qui étaient initialement d'accord. Alors De Gaulle, l'Algérie française, page 39, De Gaulle, l'Algérie française, il n'y croit pas. Alors, bon, on pourrait parler de rayon d'ouvrage, est-ce que De Gaulle était attaché à l'Algérie française ou pas? Bon,
Je crois qu'il faut aller aux bons auteurs, hein, c'est De Gaulle lui-même, dans les Mémoires d'espoir, donc c'est la page 39 de mon livre. Alors il écrit « Ma décision d'accorder aux Algériens le droit d'être maître d'eux-mêmes a tracé la route à suivre. » Il écrit ça. Pour accomplir cette politique, telle était ma stratégie. Quant à la tactique, donc il parle en militaire, il distingue stratégie et tactique. Quant à la tactique, je devais régler la marche par étapes, avec précaution. Ce n'est que progressivement, en utilisant chaque secousse comme l'occasion d'aller plus loin, que j'obtiendrai un courant de consentement assez fort pour emporter tout. Au contraire, si de but en blanc j'affichais l'intention, nul doute que sur l'océan des ignorances alarmées, les étonnements scandalisés, des malveillances coalisées, se fut levée dans tous les milieux une vague de stupeur et de fureur qui eût fait chavirer le navire étant pour lui celui qui le ramène au pouvoir. Sans jamais changer de cap, il me faudrait donc manœuvrer jusqu'au moment où, décidément, le bon sens aurait percé les brumes. Le bon sens, quand les gens, à mon point de vue, c'est le bon sens qui perce les brumes. Donc De Gaulle lui-même, s'il dit la vérité, hein, ce qui n'est peut-être même pas certain, parce que vous savez, quand on écrit ses mémoires, quand les gens écrivent des mémoires, ils ont toujours tendance à enjoliver leur position. Alors là, De Gaulle se pose un peu en visionnaire qui avait d'emblée tout prévu. Bon, moi je n'en suis pas certain, mais enfin, il écrit quand même qu'il ne croyait pas à l'Algérie française. Alors ça, c'est le malentendu, si on est indulgent, la duperie si on l'est moins. Et donc de cette duperie vont naître les crises successives que nous allons examiner maintenant. Parce que si on ne voit pas comment va se nouer le drame, on ne comprend rien à cette histoire. Alors De Gaulle, le 16 septembre 1959, fait son premier discours dans lequel il annonce l'autodétermination des populations d'Algérie. Alors c'est assez surprenant, parce que l'année précédente, hein, le référendum d'approbation de la Constitution a eu lieu en septembre 58, donc il y a un an, et le référendum, les gens, quand ils votaient oui au référendum, ce n'est pas parce qu'ils avaient lu la Constitution, dans tous le texte, et qu'ils l'avaient trouvé bonne. Les gens votaient oui à De Gaulle, oui à l'Algérie française. Les musulmans votaient oui à De Gaulle, oui à l'Algérie française. La Constitution, ils ne savaient même pas qu'elle existait. Hein, bon. Et les Européens n'en savaient pas beaucoup plus non plus. Hein. Donc il y avait eu déjà une sorte de référendum en 58, et le 16 septembre 59, De Gaulle annonce, ça c'est le discours du 5 mai, hein, et De Gaulle annonce l'autodétermination des populations d'Algérie. Il propose 3 solutions. La francisation, le terme est choisi à dessein. La sécession, c'est l'indépendance qu'il décrit sous des jours apocalyptiques, ou autrement la coopération, et c'est manifestement cette voie qui a sa préférence à l'époque. Donc l'indépendance sans douceur. Alors là, les Européens d'Algérie, les plus avisés, hein, je ne parle pas de ma famille, on voit Jacques Soustel, les Européens d'Algérie commencent à s'inquiéter, et les musulmans aussi, les musulmans qui sont de fins observateurs, qui se font de fins observateurs des choses, les musulmans commencent à douter, parce que mai 58, il y a eu quand même une manifestation du 16 mai 58, où les musulmans sont arrivés de la Casbah en masse, fraternisés avec les Européens. Donc, là encore, la littérature sur l'histoire de la guerre d'Algérie qu'on nous sert n'est pas tout à fait véritable. Et donc, le 16 septembre 59, c'est l'annonce du revirement. Bon, rien ne s'est passé entre mai 58 et le 16 septembre 59 qui explique un tel revirement de politique. Au contraire, la pacification a progressé, on a lancé le plan de Constantine, donc à mon avis, de façon indiscutable, le 16 septembre 59, ce sont les véritables intentions de De Gaulle qui se mettent en œuvre. Alors cela provoque beaucoup d'inquiétudes, et la première crise, c'est la crise des barricades de janvier 1960, 24 janvier au 1er février 1960. Donc les barricades, vous savez, c'est la Gaillarde, c'est Ortiz, donc Ortiz qui est sur les barricades, je ne connais pas bien Alger, qui est sur les barricades, la Gaillarde qui est dans les facultés, il y a une fusillade qui éclate dans des conditions obscures, il y a 22 tués, 14 gendarmes, 8 insurgés, donc les insurgés tiennent les barricades et se rendent le 1er février 1960. Alors, Ortiz prend la fuite, il ne se rend pas, mais la Gaillarde se rend, et ces gens sont traduits devant le tribunal permanent des forces armées.
Alors le tribunal permanent des forces armées, ce qui est important d'adresser, c'est le mot permanent. Parce que permanent, ça veut dire que c'est une juridiction permanente, donc qui a existé avant les événements et qui existera après les événements. Alors, la reddition a lieu le 1er février 1960. Retenez bien les dates. Le procès s'ouvre le 3 novembre 1960, février 3 novembre 1960, 8 mois, je crois, ou 9 mois. Et le procès dure 4 mois. Le jugement a été rendu le 3 mars 1961. Là encore, retenez bien la date, 3 mars 1961, et ayez en tête la date du putsch du 21 avril, on est à quelques semaines. Et le 3 mars 1961, le jugement est rendu par le tribunal permanent des forces armées, et c'est un désastre pour le pouvoir en place, parce que tous les accusés présents sont acquittés, seuls n'étant condamnés les accusés en fuite, dont la Gaillarde qui a pris la fuite en Espagne à l'occasion d'une remise en liberté provisoire et qui est condamné à 10 ans de détention criminelle. Et donc c'est un échec patent pour le pouvoir, et De Gaulle, dans ses mémoires d'espoir, y revient, parce qu'il publie ça en 1971, il est mort en 1970, je crois, et il a encore des mots très aigres sur le jugement rendu par le tribunal permanent des forces armées dans l'affaire des barricades. Mais retenez bien, une crise politique, les gens sont traduits devant un tribunal permanent, ce n'est pas un tribunal d'exception, et c'est un désastre pour le pouvoir, puisque tout le monde est acquitté. Et bien évidemment, De Gaulle va s'en souvenir quand va se produire le putsch dans la nuit du 21 au 22 avril 1961. Donc le putsch, c'est Schall, Jouot et Zeller qui sont rejoints le lendemain, le dimanche 23 avril par Salan, qui était en Espagne, qui suivait les événements de loin, mais qui les suivait quand même d'assez près. Et donc le putsch, il est mené par le général Schall. Schall a été sollicité par... Il y a deux organisateurs, c'est Argout et le colonel Broisa, qui ont joué les commis voyageurs, comme dit Argout, du putsch. Ils ont sollicité Massu, qui a refusé. C'est surtout sa femme qui a refusé, parce que Madame Massu avait une influence très grande sur le général Massu. Et donc, ils ont sollicité Massu, qui a refusé, et ils ont accepté Schall. Alors, ce que j'ai oublié de dire l'autre jour, tout à l'heure, sur le 24 janvier, ce qui est le détonateur du 24 janvier, c'est que Massu a été relevé de son commandement pour avoir donné une déclaration à un journaliste allemand, Kemsky, de Süddeutsche Zeitung, et Massu critiquait vivement la politique algérienne du général de Gaulle. Il a été rappelé à Paris, et ça a été le détonateur de l'affaire des barricades. Donc le putsch a lieu du 22 au 25 avril 1961, et le 25 avril, enfin dans la nuit du 25 au 26 avril, le putsch a définitivement échoué. Et là, on va sortir de la règle habituelle, puisque De Gaulle fait usage le 23 avril de l'article 16 de la Constitution. Alors, problème de constitutionnalité, problème réel de constitutionnalité, parce que l'article 16 ne s'applique pas comme ça. J'entendais des journalistes très savants qui, l'été dernier, lorsque le président de la République actuelle avait du mal à constituer un gouvernement, vous vous souvenez cet été-là, certains journalistes très savants disaient que le président de la République pourrait utiliser l'article 16 de la Constitution. Bon, à mon avis, ils ont une connaissance assez vague de la Constitution, parce que pour l'article 16, il faut deux conditions cumulatives, non pas alternatives. Donc il faut que les institutions de la République soient menacées de manière grave et immédiate. On peut considérer que pendant le putsch, les institutions de la République étaient menacées de façon grave et immédiate, puisqu'il y avait un commandement insurrectionnel à Alger. Et il faut aussi, seconde condition cumulative, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. Or, je ne vois pas comment le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels pouvait être interrompu. À Alger, sûrement, puisque le délégué du gouvernement a été arrêté, mais à Paris, non. Le président de la République était libre de ses mouvements, le gouvernement également, l'Assemblée nationale également, le Sénat aussi, le Conseil constitutionnel également. Donc il est extrêmement douteux que les conditions aient été réunies pour la mise en œuvre de l'article 16, puisqu'il n'y avait pas de fonctionnement régulier
il n'y avait pas d'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Et d'ailleurs, Léon Noël, qui était le président du Conseil constitutionnel, qui était un gaulliste fanatique, disons, un gaulliste très ardent, avait dit que, bon, c'était pas interrompu, mais ça ne fonctionnait pas régulièrement. Donc on pouvait admettre que l'article 16 était justifié. Donc, problème de constitutionnalité, l'article 16, ça prête quand même à interrogation. Et en vertu de cet article 16, De Gaulle va créer des juridictions d'exception. L'une, c'est le 27 avril 61. Alors le 27 avril, le putsch a échoué, et on se demande encore si les conditions d'exercice de l'article 16 sont réunies. Parce que la menace grave et immédiate sur les institutions de la République a été levée, puisque le putsch a échoué, et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ne semble pas interrompu. Mais il crée quand même, le 27 avril, en vertu d'une décision, et là vous notez bien, donc on a une constitutionnalité douteuse, parce que l'article 16, son emploi était-il constitutionnel, point d'interrogation, et aussi, décision prise le 27 avril après l'échec du putsch, c'est encore plus douteux. Donc il crée le haut tribunal militaire, par une décision du 27 avril, et par une décision du 3 mai, il crée ce que j'ai appelé le petit tribunal militaire, c'est-à-dire que le haut tribunal militaire va juger les gens haut placés dans la hiérarchie, et le petit tribunal va juger les gens moins haut placés dans la hiérarchie. Alors ce sont des tribunaux d'exception, ils sont créés par décision, donc là on voit encore l'œuvre d'un homme seul, qui crée décision et crée, l'Assemblée nationale, le Sénat ne sont pas concernés. Il crée le haut tribunal militaire, donc il est composé de 9 membres, donc 4 magistrats et 5 militaires, donc 3 magistrats de l'ordre judiciaire, dont le président, un conseiller d'État et puis 5 officiers, 5 officiers généraux. Donc vous voyez, c'est un peu le gratin, c'est le gratin de l'administration de la justice et c'est le gratin de l'armée. Et il crée aussi le petit tribunal militaire qui est composé de 5 membres, avec une composition un peu moins huppée. Alors tous ces gens, la décision a été prise par le président de la République. Le président de la République a nommé les juges, ce qui est quand même assez peu ordinaire, c'est dans ça. Il n'y a aucune possibilité de voie de recours devant le haut tribunal militaire, il n'y a aucune voie de recours. Et le pouvoir choisit son juge, parce que selon les cas, il va saisir le haut tribunal militaire ou il va saisir le petit tribunal militaire. Et nous verrons que le général Faure, traduit devant le petit tribunal militaire pour l'affaire du complot de Paris, va revendiquer le droit d'être renvoyé devant le haut tribunal militaire, mais il ne sera pas suivi. Donc le haut tribunal militaire statue sans aucun recours, et le petit tribunal militaire, composé de 5 membres, ses décisions ouvrent la voie au pouvoir en cassation. Alors la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. J'ai eu l'honneur d'y appartenir pendant 8 ans, et puis la Cour de cassation, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été spécialement sourcilleuse dans l'examen des pourvois, parce qu'elle a rejeté tous les pourvois en cassation qui lui étaient soumis, à l'exception de 2, l'un portant sur la contrainte par corps sur les frais de justice, et l'une portant sur une condamnation à 1 an d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire que la Cour de cassation n'a pas été très regardante. Enfin, peut-être tous les jugements étaient-ils parfaits, peut-être n'y avait-il absolument rien à corriger dans ces décisions. C'est sûrement l'explication qu'il faut retenir, puisque quand même c'est dur de critiquer une cour à laquelle on a appartenu, mais c'est vrai, elle n'a pas été très sourcilleuse, et elle n'a pas rendu ce dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais la décision qu'a rendue le Conseil d'État dans l'arrêt Canal, où le Conseil d'État avait annulé une décision du président de la République qui avait créé la Cour militaire de justice. Donc le Conseil d'État a rendu l'arrêt Canal, la Cour de cassation n'a pas rendu l'arrêt Canal. Bien. Alors, ce haut tribunal, c'est un tribunal de grands notables. Les inculpés sont mis en détention par le ministère public, ce qui est aussi une anomalie, puisque d'habitude c'est un juge du siège, un juge d'instruction qui met les gens en détention. Il n'y a aucun recours, comme je l'ai dit, et donc les accusés n'ont qu'à espérer, que leurs juges garderont quand même la notion de justice. C'est un tribunal de grands notables, et devant un tribunal de grands notables,
rien n'est jamais perdu. À mon avis, bon, il vaut mieux comparaître devant un tribunal de grands notables que devant un tribunal de petits apparatchiks. Donc, et on verra que le haut tribunal n'a pas été quand même totalement décevant, parce qu'il y a des gens qui ont conservé la vertu de justice. Parce que dans le livre, je le dédie à ceux qui ont comparu devant ces juridictions, les accusés, et à ceux de leurs juges qui conservèrent la vertu de justice, parce que certains l'ont fait. Alors le haut tribunal militaire commence à fonctionner, et le premier procès qui s'ouvre, c'est le procès de Challes-et-Zeller. Alors j'ai insisté tout à l'heure sur le procès des barricades. Hein. Février 1960, le procès s'ouvre en début novembre, le 3 novembre 1960. Là, le putsch échoue le 25 avril, le 26 avril, et le procès de Challes-et-Zeller s'ouvre le 29 mai 1961, donc il y a un mois. Donc on voit qu'on a changé de vitesse, on a changé de braquet, et on est en présence d'une justice d'exception qui se caractérise non seulement par l'absence de recours, mais aussi par des délais extrêmement raccourcis. L'instruction a duré 3 jours. Bon, maintenant, le mois d'attentat islamiste, l'instruction dure 3 ans. Bon, c'est vrai, parce qu'on juge des gens qui ont commis des crimes il y a 4 ou 5 ans. Hein. Oui. Là, bon. Donc là, ça passe 3 jours. Et il y a des pressions extrêmes qui sont exercées par le pouvoir, et notamment sur le procureur général Antonin Besson, qui est procureur général près la Cour de cassation, donc c'est le second magistrat le plus haut de France, après le premier président. Et donc les pressions sont exercées par Roger Frey, ministre de l'Intérieur, par Pierre Messmer, ministre des Armées, et par Edmond Michelet, ministre de la Justice. Et Antonin Besson est convoqué 2 fois, une fois au ministère de l'Intérieur et une fois au ministère de la Justice, la veille d'ouverture du procès, et ces 3 ministres lui disent « requérez la peine de mort, requérez la peine de mort, requérez la peine de mort ». Et celui qui est le plus visé par le pouvoir, c'est Zeller. Parce que Zeller a évolué dans les milieux activistes de façon plus ancienne que Schall. Et donc c'est vraiment à Zeller que le pouvoir en veut. Et on va voir que Antonin Besson, procureur général, qui était un type du sud-ouest, peut-être entre Toulouse et Bordeaux, et Antonin Besson, et c'est le premier acte de résistance, Antonin Besson, malgré ses pressions extrêmement vives, non seulement ces 2 convocations, mais ensuite une lettre qu'on lui remet de la part de la justice au moment où il va requérir, eh bien Antonin Besson refuse de requérir la condamnation à mort, et il requiert la détention criminelle à perpétuité. Alors, il faut bien dire que quand vous êtes dans ces conditions-là, le pire c'est d'être condamné à mort, parce que si vous n'êtes pas condamné à mort, ça équivaut quasiment à un acquittement. Et il faut voir aussi l'extrême difficulté qu'il y avait pour tout le monde à juger ces gens-là, parce que le haut tribunal était composé de 5 généraux, mais tous ces généraux avaient connu les accusés, ils se connaissaient obligatoirement, et ils se connaissaient peut-être même de près. Et regardez, page 86, vous allez voir le trouble, parce que ça aussi il faut l'avoir à l'esprit, parce que ces gens qui jugeaient n'étaient pas que des mécaniques. Hein. Ils éprouvaient le plus grand trouble à juger. Alors, le général Schall explique devant le tribunal sa motivation. Alors on nous dit obéissance, discipline, devoir, et nous répondons oui obéissance, oui discipline, oui devoir, jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort inclusivement. Mais pas jusqu'au parjure, 10 fois, 100 fois répété. Alors le parjure, c'est un mot qui va revenir dans toutes les déclarations des accusés tout au long de cette période. Mais pas jusqu'au parjure, 10 fois, 100 fois répété, parce que tout de même, nous ne sommes pas des animaux domestiques, mais des êtres humains, et qu'il n'y a pas de raison d'État, il n'y a pas de loi au monde qui puisse obliger un homme à faire du parjure son pain quotidien. Donc Schall exprime en quelque sorte l'essai mobile. On n'a pas voulu se parjurer en livrant l'Algérie au FLN, parce que là encore, entre indépendance, l'indépendance c'est une chose, donner l'Algérie au FLN, c'était encore autre chose que l'indépendance. Hein. Parce que donner l'indépendance à l'Algérie, ça aurait été une chose, donner le pouvoir au FLN, c'est encore une chose, dont on subit les conséquences encore à l'heure actuelle. Bien. Donc voilà ce que dit le général Schall, et voilà ce que dit le président Patin. Patin, c'est le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc c'est à la Cour de cassation, à des chambres. Et donc c'est le président de la chambre criminelle. Donc moi j'étais conseiller à la chambre, je n'étais pas président.
les conseillers, voilà ce que dit le président. Votre situation est difficile, dit le président. Je le sais, la mienne aussi, parce que je vous ai connu et apprécié, dit-il à Châles. J'allais en Algérie et je vous ai vu. Nous y allions avec le président d'Amour. À ce moment-là, vous paraissiez un soldat parfaitement discipliné. Vous grogniez, comme tous les soldats grognent. Vous n'étiez pas d'accord avec le gouvernement. Mais c'est partout ainsi, c'est toujours comme cela. Les grognards n'étaient pas tellement d'accord avec Napoléon, mais de là à sortir de la loi, c'est un pas que je ne m'attendais pas vous voir franchir. Et le général Zeller, c'est la même chose, le second accusé. Je ne le connais pas, mais je connais son frère, qui était général aussi. Je l'ai apprécié dans maintes et maintes circonstances. Il est venu aussi avec moi d'Algérie. Alors vous voyez, c'est dramatique pour moi d'avoir à vous juger. C'est dramatique pour moi d'avoir à vous juger. Mais cependant, c'est la loi qui doit l'emporter. Nous sommes tous ici les serviteurs de la loi, les généraux comme les magistrats et comme tout le monde. Donc voyez-vous, le président Patin exprime le trouble qui est le sien d'avoir à juger ces personnes, et c'est un trouble qui est partagé aussi par l'ensemble des 9 membres du haut tribunal. Alors ça aussi, il faut bien l'avoir en tête, parce qu'on n'a pas affaire, à ce stade, on n'a pas affaire à des juges totalement mécaniques, à des juges qui ont oublié le sens de leur mission, puisque le président Patin l'exprime. Et donc, le procès se déroule dans ces conditions-là, et les deux accusés donc, sont condamnés à la peine de 15 ans de détention criminelle. Ce qui est, Châles et Zeller sont condamnés à 15 ans de détention criminelle, ce qui est un prix d'amis, ce qui est un véritable prix d'amis, il faut le dire, parce que le pouvoir voulait la condamnation à mort, le procureur général n'a pas requis, et le tribunal est allé beaucoup plus loin dans la clémence en ne prononçant que 15 ans. Entre la mort et 15 ans, il y a quand même un océan. Alors comment expliquer cette clémence? Il faut parler de cette clémence relative au moins. Comment expliquer cette clémence? Bon, je vous ai montré qui étaient ces juges, ils n'avaient pas oublié leur devoir de justice, des juges qui étaient extrêmement gênés d'avoir eu de tels accusés, et aussi il y a ce qu'on appelle, ce que j'appelais moi le dessous des cartes dans ces 3 procès. Alors le dessous des cartes, voilà, on vous raconte ça, hein. On vous raconte ça, par exemple, sur la dette française, on va vous raconter ça. Sur la guerre en Ukraine, on vous raconte ça. Sur n'importe quoi, on vous raconte ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y en a en dessous, hein, ce qu'on ne vous dit pas. Et donc, et c'est toujours pareil, hein, on vous raconte beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous dites, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ne dites pas. Hein, le journal que je voudrais lire, c'est celui qui écrirait ce qu'on n'écrit pas dans la presse. Et donc, quel est le dessous des cartes? Le dessous des cartes, c'est l'affaire Sissala. Vous connaissez l'affaire Sissala? Donc l'affaire Sissala, Pierre Montagnon, qui était capitaine de Ziadrek, a écrit. Sissala, c'est le chef de la wilaya 4, qui en 1960 s'est rapproché des autorités françaises, des autorités militaires, ensuite Tricot pour le président de la République et un certain Maton pour le Premier ministre se sont entretenus avec lui. Puis Sissala a été transporté avec Silagdar et Si Mohamed à l'Élysée, où il a été reçu en tête à tête par le président de la République. On peut imaginer que Sissala a proposé au président de la République un dépôt des armes en demandant quelles seraient les conditions consenties par le pouvoir. Sissala se faisait fort d'entraîner la wilaya, lui c'était la 4, celle d'Alger, il se faisait fort d'entraîner la 5 de Kabylie et la 3 de Kabylie et la 5 d'Oranie. Donc imaginez que la 3, la 4 et la 5 déposent les armes simultanément. Le sort de la guerre d'Algérie a été modifié. Et l'issue a été modifiée également, parce qu'on aurait pu espérer une paix à d'autres conditions. Et donc l'affaire Sissala était effectivement très gênante pour le pouvoir. Et là, le procès, à la fin du 2e jour, on a entendu les témoins, parce que le procès dure 3 jours, on a entendu les témoins. Et il reste 3 témoins à entendre, de Bouvrier, qui était le ministre, enfin le délégué général du gouvernement, Jacquin, qui était le chef des services du renseignement de l'armée en Algérie, et Tricot, qui était le représentant de l'Élysée dans l'affaire, dans les tractations avec Sissala. Et au soir du 2e jour, le président Patin dit, bon, alors il reste 3 témoins de la défense, on les entendra, l'avocat se lève,
écoutez, Monsieur le Président, il est peut-être pas indispensable d'entendre les témoins que nous avons fait citer, ce qui est quand même surprenant. Hein. Le procureur général, eh bien, la défense, si la défense renonce aux témoins qu'elle a fait citer, eh bien, moi, je ne m'y oppose pas. Et le président, avec beaucoup de corrections, dit, écoutez, bon, il est tard, on verra ça demain. On verra ça demain. Est-ce que demain matin, on entend ces 3 témoins? Le lendemain matin, le président interroge la défense en accord avec Charles. Et la défense dit, non, non, nous renonçons à l'audition de nos témoins. Le procureur général Besson, si la défense ne veut pas entendre ses témoins, moi, je ne le demande pas non plus. Et on passe. On passe outre à l'audition des témoins, on ne les entend pas. Et le tribunal va délibérer. Alors bien évidemment, que la défense renonce à l'audition des 3 témoins qu'elle avait fait citer, et 3 témoins dont le témoignage, même à huis clos, aurait pu mettre en difficulté le pouvoir, est quand même extrêmement surprenant. Et le haut tribunal a été compris. Non, c'est pas une magouille. C'est pas une magouille. C'est une stratégie de défense. Et le tribunal a été extrêmement compréhensif, puisqu'il a renvoyé l'ascenseur. Alors, moi, des affaires, c'est ce qu'on appelle un procès de connivence. Un procès de connivence. Mais le procès de connivence, ça ne veut pas dire... Un procès de connivence, vous êtes défenseur, vous avez un accusé, votre mission est de sauver la mise à l'accusé. Bon. Et un accord peut se faire, non, il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont concertés, alors je vous propose, je fais ceci, qu'est-ce que vous faites? Non. L'accord peut se nouer sur un battement de cils. Sur un battement de cils à l'audience, l'accord peut se nouer. Cour d'assises du Rhône, juridiction ordinaire. Un avocat général qui a servi dans les tribunaux militaires après leur suppression en 81, fait une énorme bêtise, c'est qu'il monte l'album de l'assassinat aux jurés, et au cours des hors-débats. Et au cours des débats, le président dit, bon, on va faire présenter l'album aux jurés, et l'avocat général dit, inutile, monsieur le président, je l'ai déjà fait. C'est une faute professionnelle inouïe que l'avocat général s'entretienne seul avec les jurés et leur montre un album. Et là, l'avocat bondit. Et l'avocat, c'était un type extrêmement intelligent. L'avocat bondit et son regard croise le regard du président. Et il se rassied aussitôt. Parce qu'il a le regard du président, il a lu « Ne faites pas d'incident » et on vous renvoie à l'ascenseur. Ce qui s'était passé. Donc, l'accord peut se faire sur un battement, sur un regard ou sur un coup de sourcil. Donc là, c'est un procès de connivence. Et Deloy de Saint-Marc a écrit dans ses ouvrages, plus tard à Tulle, il a demandé au général Schall, est-ce que l'affaire Sissala a joué un rôle dans votre affaire, dans votre procès? Et Schall répond essentiel. Et il se tait. Donc c'est ce qu'on appelle ce type même du procès de connivence, moyennant quoi Schall et Zeller ont eu 15 ans, alors que le pouvoir avait souhaité leur condamnation. Donc ça, c'est la stratégie de défense. Alors après, dans le sillage de Schall et Zeller, sont jugés un grand nombre de second rôle. Le commandant Deloy de Saint-Marc, qui commandait le premier REP par intérim, on est à 10 ans, et bien d'autres sont jugés, encore Deloy de Saint-Marc, le commandant Robin, qui commandait le groupement de réserve des commandos parachutistes, qui était originaire d'Algérie, qui est condamné à des peines de 7 ou 8 ans, ou 6 ans, voilà. Ensuite, le colonel de la Chapelle, qui commandait le 1er régiment étranger de cavalerie, dont je connais le fils, qui habite près de Lyon, et avec le fils, il m'a organisé une très très belle conférence, 2 conférences même. Le colonel Masselot, qui était lui aussi originaire d'Algérie, et qui a eu un fils tué, il a eu un fils prémilitaire qui a été tué, condamné à 8 ans. Le régiment frère, c'est le 14e régiment de chasseurs parachutistes, de Lecomte, qui est condamné à 8 ans. Donc tous ces gens comparaissent devant le haut tribunal. Et ça, c'est le complot de Paris. Eh bien, c'est le général Faure, mais eux, ils vont comparaître devant le petit tribunal, aux grandes dames de Faure qui voulaient comparaître devant le haut tribunal, qui a fait un pourvoi en cassation, mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. À mon avis, elle aurait pu aller plus loin. Donc, ces gens sont jugés par le haut tribunal. Le haut tribunal juge par contumace tous les autres en fuite, Jouot, Sanan, Argout et autres. Et le haut tribunal militaire cesse ses activités jusqu'au mois d'avril 1962.
Alors, entre-temps, il y a deux juridictions. Il y a une juridiction qui a été créée par décret. Alors là aussi, la légalité est extrêmement douteuse, parce qu'un tribunal se crée par la loi, il ne se crée pas par décret. Hein. Or, c'est le tribunal hors public qui a fonctionné en Algérie pendant 3 mois, mars, avril, mai, juin 1962, et qui a jugé quand même 446 personnes, et qui a prononcé quand même 3 condamnations à mort. Ce tribunal hors public, les condamnés étant graciés, et ce tribunal hors public, dont une éminente historienne du droit a dit qu'il n'avait, semble-t-il, pas fonctionné. Si, il a jugé 446 personnes et prononcé 3 condamnations à mort. Elle s'est corrigée par la suite, hein, la personne dont je parlais. Sa recherche lui avait poussé à écrire qu'apparemment il n'avait pas fonctionné. Et il faut dire, alors, il a jugé essentiellement des Européens pour des faits commis après le 19 mars 62. C'était un petit peu le menu frottin des affaires de l'OAS urbaine en Algérie. Hein. Quelques gens du MNA, et aussi bien les Européens que les gens du MNA, ont été ramenés en France avant de passer les clés des prisons aux gens du FLN. Ce qui leur a sauvé la vie, parce qu'autrement les gens du FLN auraient apprécié différemment le sort à leur donner, sans doute, et les gens du MNA ont été rapatriés aussi. Hein. Il faut le dire, parce que c'est suffisamment pénible pour ne pas encore noircir la réalité. Et qui a jugé quelques gens du FLN aussi, mais les gens du FLN ont été tous graciés le 2 juillet 1962, c'est-à-dire que les conséquences des décisions de ce tribunal ont été différentes selon qu'elles s'appliquaient aux Européens et au MNA d'une part, et au FNL d'autre part. Donc ça c'est le tribunal hors public, l'égalité douteuse encore, puisque créée par décret, et aussi le petit tribunal militaire qui a condamné à mort Pieix et Dauvecar pour l'assassinat du commissaire Gavoury à Alger. Alors ils ne sont pas les auteurs, ils sont les complices, hein, c'est eux qui ont organisé l'attentat. Ils ont été condamnés à mort, leur procès s'est ouvert le 26 mars, ils ont été condamnés à mort le 30 mars et ont été fusillés le 7 juin, quelques mois après. Leur pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. Alors je m'étais beaucoup intéressé à ce dossier, notamment celui de Claude Pieix, qui était un homme d'Alger, de Castiglione, parce qu'il y a une vieille rumeur qui courait dans les milieux algériens français que Claude Pieix était peut-être innocent. Alors moi j'ai regardé le dossier, je l'ai regardé en professionnel, et je crois que les charges contre Claude Pieix étaient quand même lourdes, mais elles étaient d'autant plus lourdes que Dauvecar a beaucoup parlé. Et Dauvecar a mis en cause tout le monde. Il a mis en cause Pieix, il a mis en cause De Gueldre, et c'est sûr que les déclarations de Dauvecar ont été très lourdes de conséquences pour Pieix, qui pouvait peut-être bénéficier du doute, et aussi pour De Gueldre, bon, qui lui aurait été condamné pour le reste. Hein. Donc, vous savez, dans ces histoires, ce n'est jamais tout lumineux d'un côté, quoi. Il y a quand même des zones d'ombre, il faut le dire, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de la propagande, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Alors ça c'est au mois de mars, et depuis le printemps précédent, avec le jugement de Charles Zeller, les conditions se sont considérablement durcies, puisqu'on est maintenant au mois de mars 1962, le 25 mars, quand est arrêté Jouot à Oran. Alors, il est arrêté le dimanche 25 mars à Oran. C'est une fusillade. Le 25 mars est un dimanche. On a entendu une fusillade sans précédent à Oran. C'était d'une intensité telle, pourtant on était assez connaisseur, mais une fusillade inouïe. Donc il est arrêté le 25 mars et il est transporté, aussitôt transféré à Paris. Et son procès va s'ouvrir, là aussi regardez les dates, va s'ouvrir le 11 avril. 25 mars, 11 avril, hein. Il n'y a même pas 3 semaines. Hein. La formation dure 2 ou 3 demi-journées tout juste. Et il est renvoyé devant le haut tribunal, celui qui avait jugé l'année précédente Charles Zeller. Et Jouot, il est né à Bousfer. Il passe pour un homme bon. C'est un homme de bonhomie, à tel point que De Gaulle l'a qualifié de gros ahuri. Parce que De Gaulle avait toujours la formule flatteuse. Hein. Donc, De Gaulle l'a qualifié de gros ahuri.
Et c'est un fils d'instituteur, et il va choisir devant le 221, il va choisir devant le haut tribunal, il va choisir de parler, de s'expliquer. Et quand on s'explique devant... Bon, il a mené l'action clandestine. L'action clandestine, il ne faut pas s'imaginer que tous les jours il téléphonait à ses subordonnés, faites ceci, faites cela, faites autre chose. Dans une action clandestine, on est souvent informé de ce qu'ont fait les autres, même quand on n'a pas donné l'ordre. Alors, non mais c'est vrai, c'est une grande difficulté, il ne faut pas s'imaginer qu'on s'est réuni en conseil d'administration. Alors, voilà ce que dit Jouhaud. C'est la première fois qu'on aura vu l'armée française partir en laissant ses nationaux aux mains de l'ennemi sur un sol qui était national. Quand je me suis engagé dans l'OAS, je savais parfaitement qu'un jour ou l'autre, j'aurais à rendre compte de mes actes. J'ai tout abandonné pour l'Algérie, mon pays natal. Je n'ai qu'un regret. J'aurais désiré toute mon âme pouvoir mourir cette terre d'Algérie. À part cela, je ne regrette rien. Donc il parle. Et le président lui dit vous avez reconnu en bloc que vous étiez responsable de l'attitude de l'OAS à Oran pendant les 7 mois. Ce n'est plus le même président. C'est Bornet, c'est le président Bornet, parce que Patin est très très malade et il va mourir très rapidement. Donc c'est le président Bornet qui est président de chambre à la Cour de cassation. Donc vous étiez responsable de l'attitude de l'OAS pendant les 7 mois où vous avez exercé votre commandement, que vous assumiez la responsabilité de tout ce qui a été commis, tout en réprouvant certains actes, tout en refusant d'avouer certains crimes. Et il ajoute, le président Bornet, moi ce qui me surprend, cet interrogatoire me coûte autant qu'à vous. J'ai eu autant de peine à vous poser ces questions que vous avez eu à y répondre. Alors, il fait écho un peu à ce que disait le président Patin l'année précédente. C'est très difficile pour moi de vous juger, mais il exprime aussi le trouble qu'il éprouve à juger. Mais enfin, si vraiment il éprouve un tel trouble, il n'était pas non plus obligé d'avoir accepté la présidence du haut tribunal. Enfin, moi, je ne vois pas, quand je jugeais les gens, je ne disais pas, écoutez, c'est très pénible pour moi d'avoir à vous condamner, hein. Vous avez fait ceci, cela, oh là là, quelle souffrance j'ai à vous condamner. Non, à mon avis, on ne dit pas ça. Mais enfin, il a dit quand même, et Jouhaud répond, pour le comprendre, il faut attendre quelque temps. On le comprendra lorsque les troupes françaises seront parties, lorsque le drapeau français aura été amené sur la terre d'Algérie, lorsque les compatriotes se retrouveront en face du FLN. Et là, on a l'impression que Jouhaud fait allusion à ce qui va se passer à Oran le 5 juillet suivant. On est au mois de mai, et il fait déjà allusion. Alors, au cours de ces alors, les témoins sont entendus. Salan écrit une lettre, parce que Salan n'est pas encore arrêté, il écrit une lettre. Massu aussi, Massu soutient, le général de Montsaber, il y a sa photo en bas, je crois, et témoigne en disant que lui aussi il est révolté. Madame Camus vient déposer. Le chanoine Kir écrit pour défendre Jouhaud au tribunal militaire. Donc, voyez, il y avait quand même un certain soutien, des gens qui se mouillent quand même quand les temps ne sont pas faciles. Et Jouhaud est condamné à mort le 13 mai, non, le 13 avril, oui, le 13 avril, après un procès de 2 jours. Alors, quand j'ai préparé le livre, ce qui m'avait échappé, c'est l'affaire de la République française d'Algérie. Et j'ai cru, en lisant cela, que Jouhaud avait inventé quelque chose. Parce que Jouhaud explique qu'en 1960, en novembre, alors qu'il a pris la retraite et qu'il habite à Alger, il reçoit des émissaires de Roger Frey, ministre délégué auprès du Premier ministre Michel Debré, qui lui propose de prendre la tête d'une république franco-algérienne pour proclamer en quelque sorte l'indépendance unilatérale d'Algérie, comme cela s'est fait plus tard avec la Rhodésie. Alors Jouhaud s'étonne, consulte, certains lui disent un traquenard, n'y va pas, c'est un traquenard, et Jouhaud finalement veut tirer les choses au clair et accepte d'aller à Paris rencontrer les ministres. Et donc le 15 décembre 1960, 6 mois après l'affaire Sissala, parce que Sissala c'était le 10 juin, là c'est le 14 décembre 1960, il rencontre les ministres, il rencontre notamment Roger Frey, ministre délégué auprès du Premier ministre, qui lui dit voilà, on a pensé à vous, nous sommes très inquiets des perspectives de la politique du président de la République. Vous pourriez prendre la tête d'un mouvement qui proclamerait une république franco-algérienne. Alors Jouhaud demande, mais
est-ce que la France sera souveraine? Ah non. Si vous êtes indépendant, la France ne sera pas souveraine. Est-ce que l'armée restera? Demande Jouot. Alors là, Frey, on verra. Et Jouot dit, et que va dire le président de la République, de Gaulle? Et Roger Frey dit, on s'arrangera pour qu'ils ne disent rien. Et il rencontre également, Jouot rencontre également le ministre de l'Intérieur, Châtenay, donc il rencontre deux ministres, Châtenay, ministre de l'Intérieur, et Roger Frey, ministre délégué au Premier ministre, qui lui propose, en quelque sorte, un putsch avant la lettre. Si l'on en croit, Jouot. Mais il faut croire Jouot, parce que moi, cette histoire, quand je la découvre, je n'y crois pas. Parce que Jouot en parle à son procès, et je crois que c'est une sorte de manœuvre de Jouot pour jeter le doute ou le trouble dans l'esprit du tribunal. Mais l'affaire de cette République algérienne est racontée mot pour mot par quelqu'un dont on a oublié le nom maintenant, c'est Jean-Raymond Tournou. Alors Jean-Raymond Tournou, c'est un chroniqueur qui était semble-t-il gaulliste, mais qui était très objectif, très impartial, qui n'a jamais noirci le portrait des adversaires de De Gaulle, et dans un ouvrage qu'il a écrit, Jamais dit, eh bien il raconte l'affaire de la République franco-algérienne dans les mêmes termes qu'emploie Jouot. Et donc l'affaire de la République franco-algérienne est vraie, puisque ce qu'écrit Jouot est confirmé par une source extérieure, totalement extérieure à lui-même, donc il faut la tenir pour vraie. Et elle est vraie. Et alors, quand on regarde le procès, elle est évoquée au tribunal, et l'avocat général qui va requérir la mort et obtenir la condamnation à mort du Jouot ne le conteste pas non plus, mais il raconte, ce sont de simples sondages. Il va à Paris, Jouot va à Paris, rencontre des ministres, mais pour l'avocat général, il ne s'agissait que de simples sondages. Bien. Et on est étonné quand même quand on étudie le procès Jouot, quand on étudie un professionnel, on est étonné par la faiblesse de la défense de Jouot. Parce que Jouot ne fait entendre que les trois témoins, les trois émissaires qui ont fait le voyage entre Paris et Alger, et il fait entendre deux personnes à qui il en avait parlé, le préfet Beaujour, qui est le directeur des cabinets civils et militaires du délégué général du gouvernement, et au général Henri de Beaufort, qui était chef d'état-major particulier du président de la République. Donc il fait entendre ces trois émissaires, ces deux personnalités, mais il ne fait pas entendre toutes les personnes qui ont participé à ces tractations. Alors vous savez qu'un ministre ne peut pas comparaître devant un tribunal sans l'autorisation du Conseil des ministres. Mais c'est pour les ministres, Roger Frey et Châtenay. Mais pour les non-ministres, ils peuvent être entendus comme un témoin ordinaire. Et parmi les non-ministres concernés, il y avait Jacques Faucard, il y avait Pierre Lefranc, il y avait Alexandre Sanguinetti, un ancien fanat de l'Algérie française, et il y avait, qui était collaborateur de Roger Frey. Et là, la question que pose le professionnel, que me pose, pourquoi la défense de Jouot n'a-t-elle pas exploité cette affaire, en faisant citer Faucard, Lefranc, Sanguinetti? Il n'aurait pas comparu, les avocats auraient dit au président délivrer un mandat de comparution à l'égard de ces témoins, donc la défense aurait fait du tapage pour que ces gens comparaissent et pour faire le plus de bruit, le plus de scandale autour de cette politique franco-algérienne. Et la défense de Jouot n'a rien fait. Alors là aussi, pourquoi n'a-t-elle rien fait? Alors, moi j'ai été réduit aux hypothèses que je forme en professionnel de la justice, dont j'étais magistrat pendant 44 ans, je connais un peu les choses. Bon, la défense est incompétente, je ne le crois pas. Moi, la seule explication que j'ai retenue, c'est que dans les milieux judiciaires 61-102, tout le monde devait savoir que l'année précédente, le procès Charles et Zeller avait été un procès de connivence, puisque la défense n'avait pas exploité l'affaire Sissala. Et là, je crois que la défense n'a pas voulu exploiter l'affaire de la République franco-algérienne, n'a pas voulu faire de scandale, en espérant que le haut tribunal renverrait l'ascenseur, comme il avait l'année précédente renvoyé l'ascenseur pour Charles et Zeller, mais manque de peau pour la défense, le tribunal n'a pas renvoyé l'ascenseur, et le tribunal a condamné Jouot à mort le 13 avril. C'est la seule. Alors là aussi, c'est dans le dessous des cartes, j'ai appelé ça le procès de dupe, parce que la défense se serait fait duper par les bons sentiments dont elle aurait crédité le haut tribunal
dont la composition avait changé. Ceux qui étaient plus patins, c'était Borné. Et Borné, on va le rencontrer le mois suivant dans l'affaire Salan. Alors nul ne sait ce qu'il serait advenu de Jouhaud, condamné à mort le 13 avril, si Salan n'avait pas été arrêté le 20 avril. Alors le 20 avril, souvenez-vous, c'est à Alger, c'est un vendredi et c'est le vendredi saint. Salan est arrêté et il est transféré à Alger, il est transféré d'Alger à Paris. Le général Ailleret, qui est son successeur, éprouve le besoin d'aller le rencontrer à l'aéroport pour lui dire des mots aimables, vous allez être fusillé, tout ça. Bon, il éprouve de se déplacer pour lui dire ça. Et Salan son procès doit s'ouvrir. Et comme Jouhaud, qui était l'adjoint et qui était originaire d'Algérie, a été condamné à mort, a fortiori Salan, qui est le chef et qui n'est pas originaire d'Algérie, a fortiori Salan doit être condamné à mort. Et pourtant Salan ne va pas être condamné à mort. Et c'est une affaire, l'affaire Salan, qui montre qu'aucune cause n'est jamais perdue. Moi je vois deux causes qui devaient être perdues et qui n'ont pas été perdues. C'est la défense de Salan. Salan va être condamné à mort, c'est inévitable, mais tous les arguments raisonnables étaient en faveur de condamnation à mort. Et l'autre cause, c'est Verdun 1916. Verdun 1916, 13 mois de chemin de fer en faveur des Allemands pour apporter les hommes et les munitions et évacuer à Verdun, et une route, la voie sacrée, battue par l'artillerie allemande pour la France. Et donc à Verdun, la France doit être vaincue à Verdun, parce qu'elle dispose d'une route battue par l'artillerie allemande, tandis que les Allemands ont 13 mois de chemin de fer. Donc la France doit être vaincue à Verdun, c'est rationnel, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et pourtant la France n'a pas été vaincue à Verdun, et pourtant Salan n'a pas été condamné à mort. Alors là aussi, Salan, De Gaulle, toujours avec son habilité, De Gaulle savait que Salan allait servir en Indochine pendant longtemps, et De Gaulle le qualifie, en privé, le qualifie de drogué. Donc l'un c'était un gros ahuri, et Salan c'était un drogué. Alors, dans ses mémoires, De Gaulle le décrit de la façon suivante. En somme, son personnage, capable, habile, et par certains côtés séduisant, comporte quelque chose d'ondoyant et d'énigmatique qui me semble assez mal cadré avec ce qu'une grande et droite responsabilité exige de certitude et de rectitude. Mais déjà, j'envisage de lui donner un autre emploi avant longtemps, donc l'évacuer d'Algérie. Donc, pour exercer de hautes fonctions, écrit De Gaulle, il faut une grande et étroite responsabilité avec certitude et rectitude. Donc, voilà, c'est certitude et rectitude pour exercer de hautes responsabilités. C'est exactement la pratique gaulliste. Alors, le procès de Salan s'ouvre le 29 mai, et il s'ouvre dans un déploiement de force au Palais de Justice de Paris, un déploiement considérable. L'instruction a duré 3 demi-journées. Salan a demandé, ses avocats ont demandé l'audition d'un grand nombre de témoins. Tout a été refusé, on n'a entendu aucun témoin, et le procès s'ouvre dans un déploiement de force considérable, à tel point que le premier président de la Cour d'appel de Paris, le premier président Rousselet, en robe, va dire aux gendarmes, les grilles du palais de justice à Paris, va dire aux gendarmes, laissez passer les gens. Et donc le pouvoir l'apprend. De Gaulle demande quel âge a M. Rousselet. Alors il devait avoir 68 ans, et bien mettez la retraite à 67 ans. Parce que ça c'est sur les mœurs du personnage. Hein. Et effectivement, la scène se situe le 29 mai 61, et au mois de septembre, Rousselet, le père Rousselet, atteint par limite d'âge qu'on a rabaissé, est écarté, mis à la retraite. Voilà. Donc quel âge a-t-il? On rabaisse l'âge de la retraite. Non mais c'est la pratique. Je vais écrire un article qui va apparaître dans la prochaine revue algérianiste. Vous verrez le traitement qui a été infligé à André Jacomet. Je le raconte, conseiller d'État, qui a été révoqué sans ordre franc de procès. Conseiller d'État. Et vous verrez, donc ce sont des pratiques pour le moins discutables. Alors, 246. Alors, Salan, lui, contrairement à Jouhaud, va garder le silence. Et c'est une bonne tactique
Parce que quand vous comparaissez dans une affaire de direction d'un mouvement clandestin, si vous commencez à répondre aux questions, vous allez vous faire enfoncer de façon extrêmement facile. Parce qu'on va dire, mais tel attentat qui a été commis tel jour à telle heure, vous étiez le chef, vous l'avez ordonné, non, je ne l'ai pas ordonné, mais vous vous dégonflez. Mais, voyez-vous, alors, soit on revendique des choses qu'on n'a pas ordonnées, soit on est obligé de dire, mais non, c'est pas moi, et vous donner l'impression de vous dégonfler. Donc, ce n'est pas une bonne tactique que de répondre à un tribunal lorsqu'on comparait dans ces conditions-là. Alors, Salan va faire une déclaration liminaire, et je vous en lis les... Parce que moi, je trouve ça assez grandiose. Je suis le chef de l'OAS, ma responsabilité est donc entière. Je la revendique, n'entendant pas m'écarter d'une ligne de conduite qui fut la mienne pendant 42 ans de commandement. Je ne suis pas un chef de bande, mais un général français, représentant l'armée victorieuse et non l'armée vaincue. À la différence de celui qui vous demande licence de me tuer, j'ai servi le plus souvent hors de métropole. J'ai voulu être officier colonial, je le suis devenu. Je me suis battu pour garder à la patrie l'empire de Gallieni, de Lyautey et du père de Foucault. Mon corps a conservé les traces profondes de ce combat. Il fait allusion aux blessures qu'il a reçues en Syrie. Et il poursuit. En acceptant de mener la lutte clandestine, ce n'est pas une décision politique que j'ai prise. Alors là, une formule que je trouve très croustillante. J'ai simplement été rappelé au service, non par une convocation, mais par le serment que j'avais prêté. Et le serment prêté renvoie à ce qu'avait dit Schall l'année précédente, le parjure, le parjure, le parjure. Alors moi, je trouve très, très délicieux. J'ai été rappelé au service, non par une convocation, mais par le serment. Voilà pourquoi, lorsque j'eus la conviction que j'avais été le 13 mai la dupe d'une comédie affreuse, donc la duperie du 13 mai, ou le malentendu sur l'indulgence, la dupe d'une comédie affreuse, sacrilège, je me suis engagé devant ma conscience, devant mes pères, devant ma patrie et devant Dieu. Salan s'était converti vers la... Enfin, il s'était rapproché de la religion à la fin de sa vie. Si j'avais trompé le peuple d'Algérie et l'armée en criant vive de Gaulle, c'est parce que j'avais été trompé moi-même. Mais celui qui fut commandant en chef se doit de réparer, fût-ce au prix d'une vie dont il a consenti, le sacrifice en entrant à Saint-Cyr. Et Salan, qui avait été dupé en mai 58, avait très rapidement compris la duperie. Parce que De Gaulle le relève de son commandement en décembre 58, et au moment de quitter Alger, il dit aux Algérois, je serai en décembre 58, donc 9 mois avant le 16 septembre 59, sur l'autodétermination. Il dit aux Algérois, je serai à vos côtés si un jour le malheur s'abattait sur vous. Donc il avait déjà une sorte de pressentiment de ce qui allait arriver, et il avait en quelque sorte, en mai 58, il a sûrement été dupé, mais en décembre 58, il avait compris que cela risquait de mal finir. Et la grandeur de l'homme, c'est qu'il avait dit « je serai à vos côtés », et il faut constater qu'il a été effectivement aux côtés de la population d'Algérie, lorsque les choses ont mal tourné. Et il poursuit, Salan, il s'agit de savoir si vous refuserez cette satisfaction à l'ennemi et au pouvoir qui vous présente une commune requête. Pour répondre à cette question, vous aurez à interroger vos consciences, mais quelle que soit votre réponse, elle n'affectera pas mon honneur. Je ne dois des comptes qu'à ceux qui souffrent et meurent pour avoir cru en une parole reniée et à des engagements trahis. Désormais, je garderai le silence. Et il n'a plus dit un mot jusqu'à la fin du procès. Si, à la fin du procès, il a dit que Dieu me garde. Il n'a plus dit un mot jusqu'à la fin du procès, et il a évité de se faire enfoncer par les questions du président du haut tribunal. Alors, tel attentat, c'est vous qui l'avez ordonné, tel assassinat, non, c'est pas moi. Bon, vous voyez, c'est extrêmement... Donc, il se tait. Et aussi, sont entendus un très grand nombre de témoins, là encore. Alors, je cherche Madame de la Tassini, parce que le Salan appartenait à l'écurie de Lattre, comme on dit, et il avait commandé dans la première armée française, il avait commandé la 14e division d'infanterie. Et Madame de Lattre est entendue, et elle déclare au président, vous me permettez d'appeler toujours le général Salan. J'ai été pendant 10 mois la femme d'un ex-général,
qui a été jugée par un tribunal d'accession, qui jugeait sans appel, elle aurait pu dire comme vous. Donc, elle a dit d'ailleurs. Donc, Madame de Lattre, il y a aussi deux témoignages, Allard et de Pouilly. Alors, de Pouilly, c'est plus élaboré, et Allard, c'est plus cynique. Alors, de Pouilly commandait le corps d'armée d'Oran. Il a refusé de se rallier au putsch. Il avait eu un fils lieutenant tué en Algérie, mais il a choisi de ne pas s'opposer néanmoins. Monsieur le Président, j'ai choisi une direction tout à fait différente de celle du général Salan. J'ai choisi la discipline. Mais choisir la discipline, j'ai également choisi de partager avec mes concitoyens et la nation française la honte d'un abandon. Évidemment, ceux qui, comme moi, ont vécu, ont combattu en Afrique du Nord, ressentent toujours cette honte, mais j'espère que beaucoup de Français qui se renseignent la ressentent également, et je pense que ceux-là garderont quelque indulgence pour celui et pour ceux qui n'ont pas pu supporter cette honte et se sont révoltés contre elle. L'histoire dira peut-être que leur crime est moins grave que le nôtre. De Pouilly. Et Allard, ancien commandant du corps d'armée d'Alger, qui raconte qu'en mars 59, il a été reçu par De Gaulle, et De Gaulle lui a dit: Allard, vous pouvez leur dire que jamais nous ne négocierons, que jamais la France ne les abandonnera. C'était les musulmans francophiles. Et Allard est allé répéter: De Gaulle m'a dit, jamais on ne négociera, jamais on ne vous abandonnera. Donc c'est assez courageux de la part de Pouilly et de la part du général Allard de venir au secours du général Salan. Et donc le haut tribunal, à la surprise générale, va accorder les circonstances atténuantes à Salan, et donc Salan va être condamné à la détention criminelle à perpétuité, ce qui va provoquer la fureur de la République. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Alors il y a des causes plus lointaines et des causes directes. La cause directe, on finira avec elle. Mais la cause plus lointaine, c'est l'attentat dont Salan avait été victime le 16 janvier 1957, l'affaire dite du bazooka. Et ça, donc on a vu l'affaire Sissala, l'affaire de la République franco-algérienne et l'affaire du bazooka. Donc le 16 janvier 1957, Salan est arrivé en Algérie depuis un mois, il est général en chef, et Salan a toutes les tares. Il est républicain, il est de gauche, il est socialiste, il est franc-maçon, il a trempé dans le trafic des piastres, il a bradé l'Indochine, et il est au Lamina pour brader l'Algérie. Donc c'est le portrait qu'on fait de lui. C'est le portrait qu'on fait de lui parce que dans ces milieux, dans ces officines qui ne sont pas éloignées de certains milieux gaullistes, les gens ont compris, on est en juin 57, qu'il faut que pour amener De Gaulle au pouvoir, il y aura probablement un coup de force militaire qui partira d'Alger, et à Alger, il faut un général complaisant. Et ils ont l'homme idoine à leur disposition, c'est le général Coly, qui commande les troupes françaises au Maroc, et qui vient souvent à Alger, parce qu'il souffre des dents, et il a son dentiste à Alger. Oui, non, mais il est en poste à Rabat. À Rabat, il ne doit pas y avoir de bon dentiste, et il vient soigner ses dents chez son dentiste d'Alger, bon, ce qui lui permet de suivre un petit peu toutes les tractations. Et donc, il faut lever l'obstacle, pense-t-on, dans ces milieux. Et donc, il y a cet attentat du 16 mai 57, 2 roquettes sont tirées dans le bureau du général Salan. Salan est parti pour aller voir Robert Lacoste, le ministre résident, et c'est le commandant Rodier qui est tué. Et Salan a souvent eu de la chance. Et on pense dans un premier temps à un attentat FLN, mais l'attentat semble être trop technique pour le FLN, et on se dirige et on confond des ultras de l'Algérie française, Féchose, Castille, le docteur, là on voit, Kovacs. Hein. Donc, et ces gens disent, bon, c'est nous qui avons organisé l'attentat, mais plus haut que nous, et beaucoup plus haut que nous, il y a des personnages politiques qui nous ont en quelque sorte manipulés. Et il y a un nom qu'on prononce à l'époque avec pour beaucoup d'insistance, c'est le nom de Michel Debré, qui est sénateur et qui a animé le courrier de la colère, dans lequel il écrivait que quiconque serait tenté d'abandonner l'Algérie française serait en état de forfaiture et qu'il se rendrait digne de tous les châtiments. Donc des propos enflammés que tenait Debré. Et il y a quelqu'un qui a joué
quand même un rôle assez important dans le sauvetage de Sallan, c'est un homme politique qui par la suite a une grande carrière, c'est François Mitterrand. Et François Mitterrand, il est tellement complexe qu'on se demande quelles étaient ses véritables convictions. Et il est appelé à témoigner, et il a écrit un article suivant. Un incroyable hasard a voulu que Lal Sallan fût la première victime désignée par le clan qui portera dans l'histoire la responsabilité d'avoir déclenché la guerre civile en ordonnant de tirer au bazooka un jour de l'année 57. Sur le commandant en chef de notre armée, s'il ne peut justifier sa révolte contre la volonté de la nation, ne garde-t-il pas au moins le droit de récuser certains de ses accusateurs qui, pour corriger la maladresse de leur manquer, firent de lui un peu plus tard leur complice. Le complice en mai 58. Et François Mitterrand ajoute que le premier acte de la guerre civile se situait à compter du moment où, pour la prise du pouvoir, un clan, il faut comprendre le clan gaulliste, n'avait pas hésité à faire supprimer physiquement l'adversaire ou celui dont il attendait la complicité et qui ne lui répondait pas. Et analysant l'attentat dont Sallan a fait l'objet, Mitterrand affirme qu'il avait paru manifeste au moment d'attentat, parce qu'il était ministre de la Justice, aux responsables du gouvernement de l'époque, que l'affaire du bazooka ne s'expliquait, au vu des dossiers, que par une conjuration politique qui avait pour objet de changer le commandement à Alger afin d'obtenir que le nouveau commandement pût exercer une pression suffisante, soit pour faire céder le pouvoir politique à Paris, soit pour s'y substituer. Et donc il démontre ainsi que la violence a été employée initialement par les gens qui voulaient supprimer Sallan, et les gens qui voulaient supprimer Sallan, c'est parce qu'ils avaient à leur disposition un général complaisant. Général complaisant, pourquoi faire? Eh bien pour favoriser, le moment venu, le retour aux affaires du général de Gaulle. Donc je pense que Sallan a été aidé par ce témoignage de Mitterrand. Alors, Mitterrand se posait en anti-gaulliste convaincu, mais là il faut bien dire qu'il a sauvé partiellement la vie à Sallan. Puis je vais vous citer quand même les conclusions de deux avocats, Maître Gutermanov. Gutermanov était avocat à Alger. Et si mon général, alors il termine, et si mon général vous deviez périr, vous monteriez sur la croix, mais c'est nous tous qui serions crucifiés. Alors au nom de tous ces gars, au nom de ces mères, au nom des pauvres gens de là-bas qui souffrent et qui agonisent parce qu'ils veulent que leur terre reste française, je me mets au garde à vous devant vous et je vous dis merci mon général, adieu mon général. Gutermanov. Et moi je me souviens, j'étais à Oran encore, la plaidoirie de Gutermanov avait été remarquée à l'époque. Elle avait été remarquée par le caractère émotionnel qu'elle dégageait. Et Tixier-Villancourt avait dit, quand le procès Sallan va commencer, Tixier-Villancourt avait dit s'il y a une chance sur 1000 de sauver Sallan, il faut la jouer, une chance sur 1000. Il a joué, il a gagné. Et donc en quelques semaines, en quelques jours même, il a pu organiser un système de défense cohérent, en faisant venir Mitterrand, en faisant venir un grand nombre de témoins. Et il a montré, Tixier-Villancourt a montré qu'une cause n'est jamais perdue. Donc ça, c'est vraiment la plus grande chose qu'on puisse dire sur lui. Alors il termine de la façon suivante. Bon, maintenant, je trouve que ce sera un peu pompier, parce que 60 ans sont passés et on ne parle plus de la même façon. Alors voilà comment termine Tixier-Villancourt. Depuis que j'assiste dans cette salle d'audience le général Sallan, jour et nuit, j'entends sonner des grandes nécropoles militaires, des petits cimetières de ce qui fut le front de Lorette et de Haumont, de Cassino, de Mulhouse, de Kaobang. J'entends monter d'innombrables oraisons de ceux qui ne sont plus, mais qui ne sont plus parce qu'ils ont tout donné à la patrie. Ceux-là qui savent sont aux côtés de celui qui, pendant des années, fut leur camarade, avant leur chef, Sallan. Ceux-là, monsieur le procureur général, le prix du sang, et certains sont couchés auprès de leur fils pour avoir une double fois accompli l'ouvrage et avoir refusé d'amener le drapeau. Ils ne peuvent pas comprendre, eux, les méandres dans lesquels nous trouvons. Et alors, ils prient dans la communion des héros et des martyrs de notre patrie pour qu'un jugement n'ajoute pas à l'ensemble des malheurs, le malheur qui dure plus que les autres. Vous avez parlé, monsieur l'avocat général, et vous ne le pouviez pas, du tribunal de Dieu, parce que l'avocat général avait dit que même Dieu ne pardonnerait pas Sallan les crimes qu'il avait commis. Nous sommes devant le tribunal des hommes, et aujourd'hui, dans ce mois qui est consacré à la mère de tous les hommes,
je dis au haut tribunal militaire qu'il ne faut pas jeter une ombre de deuil dans le printemps de Marie, qu'il ne faut pas placer dans l'avenir qui est devant nous le germe fondamental du discorde éternel. Vous avez, messieurs, ce soir entre vos mains le moyen d'accomplir un geste pour que se réalise au bout de la nuit la fragile et difficile unité des vivants. Alors bon, maintenant, je ne sais pas si ça passerait, mais à l'époque, ça avait été noté comme un moment de grande éloquence judiciaire. Alors, la défense de Salan a très bien mis au point un système de défense, qui s'est mis en cours, vous le reconnaître. Il y a l'affaire Sissala, il y a l'affaire du bazooka, on peut le dire, et Salan a écrit dans ses mémoires que plus tard, en 68, quand il est gracié et amnistié, il rencontre le professeur Pasteur Valéry Rado, qui avait siégé à son procès, et on dit que Pasteur Valéry Rado, pendant le délibéré, aurait, semble-t-il, sorti un pistolet en menaçant de se suicider si les autres votaient la mort. Et le professeur Pasteur Valéry Rado et Salan se sont rencontrés, et d'après Salan dans ses mémoires, le professeur Pasteur Valéry Rado aurait dit à Salan que l'affaire du bazooka lui avait beaucoup servi. L'affaire du bazooka vous a beaucoup servi. C'est une cause, et donc le témoignage de Mitterrand par contre-coup. Et aussi, il y a une autre explication, c'est peut-être la plus décisive, c'est que Jouot estime que sa condamnation à mort avait été acquise par 5 voix contre 4. Alors comment le sait-il? Ça, je ne sais pas. Mais la composition du haut tribunal qui a jugé Salan le mois suivant n'était pas tout à fait la même. Parce que pour Salan, pour Jouot, avait siégé le général Gardet, tandis que pour Salan, le général Gardet est remplacé par le général Gelé. Et donc Gardet aurait voté la mort, 5 voix, et remplacé par Gelé pour le procès Salan. Gelé n'aurait pas voté la mort, et la majorité de 5 à 4 serait devenue une minorité de 4 à 5. Alors, comme il y a un secret du libéré dont on ne peut pas se prononcer, mais il y a quand même un indice extrêmement fort, c'est qu'après la condamnation à les circonstances atténuantes accordées à Salan, De Gaulle rentre dans une crise de colère qui durait plusieurs jours. Et pendant ces crises de colère, il fallait être très prudent sur ce qu'il pouvait faire. Et il répond fusillé Jouot. Vous voyez la grandeur du personnage. Salan m'a arrêté, donc ça, je ne veux pas fusiller Jouot. Et Jouot raconte comment des militaires, un généraux, le colonel de Saint-Péreuse et le général Partiot ont refusé de constituer les pelotons de l'exécution et ont eu leur carrière brisée aussitôt. Et ce qui atteste le rôle de Gardet, c'est que dans sa colère, Salan supprime d'un trait de plume le haut tribunal militaire qu'il avait créé. De Gaulle supprime d'un trait de plume le haut tribunal qu'il avait créé, encore un homme seul, pas de parlement, hein, souvenez-vous, et il crée la Cour militaire de justice par une ordonnance qu'il signe, qui émane de lui, enfin de ceux qui l'ont préparée, mais c'est lui qui la signe, et qui crée la Cour militaire de justice, qui est encore plus radicale que le haut tribunal, qu'elle remplaçait. Et le seul du haut tribunal militaire qui va être repêché pour aller siéger à la Cour militaire de justice, c'est Gardet. Ce qui atteste, ce qui à mon avis, ce n'est pas une preuve, mais quand même c'est un indice puissant, que Gardet a joué un rôle décisif dans la condamnation à mort de Jouot, que l'absence de Gardet pour le procès Salan a contribué à sauver la vie à Salan, et c'est lui le seul repêché de la Cour militaire de justice, ce qui atteste le rôle de Gardet. Alors, Jouot est menacé de mort, il entend la radio sur Europe 1, je crois qu'il va être fusillé le lendemain, parce qu'il y a un grand témoin au palais. Certains refusent de constituer les pelotons d'exécution, et beaucoup de gens se mobilisent en faveur de Jouot, Pompidou, un certain nombre de ministres, Giscard d'Estaing, Sutro, etc. Les autorités religieuses, le grand rabbin Kaplan, Bugner pour Jouot, et je crois que ceux qui ont emporté la décision de Gaulle pour ne pas fusiller Jouot, c'est l'intervention du nonce apostolique,
Parce que s'il y avait une institution à laquelle De Gaulle avait encore quelques respects, c'était l'Église de France, qui aussi avait dit qu'elle pourrait aussi reconsidérer la bienveillance qu'elle avait jusqu'alors manifestée à l'égard de Gaulle. Et donc, après avoir subi 229 jours d'incertitude, Jouhaud est finalement gracié au mois de novembre 1962, en même temps que Canal. Et donc, le haut tribunal militaire est mort de n'avoir pas condamné à mort Salan, et il va être remplacé par cette cour militaire de justice que le procureur général Antonin Besson, dont j'ai parlé au début de l'exposé à propos de Charles et Zeller, a qualifié de cour de malheur. Et effectivement, ce fut une cour de malheur, avec le suicide de son président, Gérald Varina, remplacé par qui? Par Gardet. Voilà. Donc, la cour militaire de justice pourrait faire l'objet d'une conférence elle toute seule, mais enfin, on va en rester là pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de votre bienveillante attention.